Nous sommes aujourd'hui dans le Palais des Beaux-Arts de Lille, dans lequel sont entreposés et en ce moment restaurés les plans reliefs qui ont été classés monuments historiques en 1927. De 1668 à 1870, c'est pas moins de 250 plans reliefs qui ont été faits à des fins militaires pour pouvoir donner une capacité tactique ou stratégique de lecture de chacune des places fortifiées de la France. Il faut savoir que la collection de Lille en compte 15. Les plans reliefs sont exécutés à une échelle de 1/600e et il faut savoir que chaque plan relief est constitué en moyenne d'une dizaine de tables, ce qui fait au total, rien que pour le musée des Beaux-Arts de Lille, 150 tables. Tous les plans reliefs de Lille représentent des villes fortifiées du nord de l'Europe, 7 françaises, 7 belges et une néerlandaise. La plus vieille est celle de Calais de 1691 et la plus jeune est celle d'Avesnes de 1826. On pourrait également citer celle de Lille de 1740. Alors nous sommes devant un plan relief qui est un des symboles d'une collection nationale qui est allée jusqu'à 200 plans. En 1668, Louvois, qui est le ministre de la guerre de Louis XIV, commande à Vauban la réalisation d'un plan relief. Il s'agit du plan relief de Dunkerque, ville qui vient d'être prise, et il s'agit de pouvoir représenter la ville conquise pour la montrer à la cour qui ne se déplace pas, et par ailleurs de pouvoir représenter un plan qui va servir de fondation, on va dire, aux futures fortifications qui permettront de défendre cette ville. La collection va connaître un grand essor sous Louis XIV, va peut-être retomber un peu, va reperdre un peu son souffle sous Louis XV et revenir sous Napoléon. Les plans reliefs ont d'abord une vocation militaire. Il s'agit de représenter les villes qui ont été conquises de manière à ce que la cour puisse voir les villes qui, peu à peu, vont composer l'État français. Ces plans ont aussi une vocation urbanistique, c'est-à-dire qu'ils servent de réflexion à l'édification des fortifications, à la consolidation des fortifications et des villes qui ont été conquises. La vocation militaire sera particulièrement exprimée lorsque cette collection deviendra secret défense et que ces plans seront cachés, on va dire, cachés des citoyens et cachés des autres États de manière à ce que la France puisse asseoir son précaré et asseoir ses défenses, ses fortifications et ses frontières. Ces plans ont aussi vocation à asseoir le pouvoir du roi. Ils sont à partir de 1700 exposés au Louvre, de manière à ce que l'ensemble des villes conquises exposées comme telles puissent montrer l'autorité royale et la puissance de l'État français qui s'est constitué petit à petit. Alors, les plans reliefs représentent les villes conquises, elles représentent les cœurs de ville de manière précise et détaillée, et la taille d'un plan relief est fonction de la portée d'un tir d'artillerie, c'est-à-dire que les tables de campagne comme celle-ci ou d'autres qui entourent la ville permettent au roi et à l'armée de mesurer la portée d'un tir de canon qui atteindrait la ville qu'il convient de défendre. Alors, il faut se dire que ces plans reliefs portent particulièrement bien leur nom dans la mesure où le relief est réellement exprimé, c'est-à-dire que des relevés, des élévations permettaient aussi aux artisans d'imprimer le territoire, les vallonnements, ou voir les reliefs beaucoup plus exprimés. C'est le cas de l'un des plans qu'on conserve ici, qui est le plan de Namur, de manière à ce que ces plans reliefs ne soient pas des maquettes planes, mais bien au contraire des représentations fidèles d'un territoire vallonné, voire escarpé. Alors la construction d'un plan relief s'étale de 1 à 3 ans. La première année, une fois que la ville a été conquise, les ingénieurs militaires du roi, accompagnés d'artisans et de soldats, font une année de relevé topographique. Ils entrent dans les maisons, la ville étant conquise, ils peuvent entrer dans les maisons des habitants pour mesurer la dimension des façades, la dimension des toits, la confection des jardins, le type de culture qui est présent dans les jardins. Des cahiers de développement attestent de
de ces mesures très, très millimétrées et très précises. Les façades sont redessinées dans leurs détails avec le bon nombre de fenêtres, le bon nombre de chiens assis et de cheminées. La colorimétrie est également présente. Les façades sont colorées à l'aquarelle de manière à ce que les futurs artisans qui représenteront le plan puissent être le plus fidèle possible. L'ensemble des cultures sont également répertoriées. La taille des champs est relevée. C'est-à-dire que pendant un an, des ingénieurs et des soldats mesurent au pied, à la toise, l'ensemble du territoire qui va être représenté en maquette. À l'issue de ces relevés qui sont extrêmement détaillés, une équipe d'artisans prend le relais et confectionne les plans. Un plan se compose de plusieurs tables, la table dite du cœur de ville, puis les tables de campagne qui l'entourent. Donc un plan de 60 mètres carrés peut être confectionné à partir de 15 à 20 tables par exemple. Chaque table a pour support une épure, c'est-à-dire une représentation à la mine de plomb à l'échelle 1, qui va permettre aux artisans de représenter la ville en relief à partir de ce dessin. La base du plan, c'est du bois, du chêne massif qui va permettre de soutenir le relief. Les reliefs sont dessinés à partir d'autres petits morceaux de bois, voire de sable. Le tout est recouvert de soie hachée et colorée. Il s'agit là des champs. S'agissant des villes, les maisons sont confectionnées en bois plus léger, en tilleul, qui sont elles-mêmes recouvertes de papier collé. Les fenêtres sont réalisées à l'emporte-pièce. Les cheminées sont collées dans un second temps. Les rues et les routes sont représentées par du papier gravé ou dessiné qui est lui-même collé. Et le tout confectionne à l'issue un plan relief. La végétation est aussi confectionnée à partir de tiges de métal et de chenilles de soie qui est entrelacée dans le métal. Voilà. L'ensemble du plan est confectionné à partir de ces relevés et peut prendre de 1 à 2 ans de confection selon la taille du plan. En 1815, une partie des plans, une vingtaine en tout, est prise de guerre des Prussiens qui identifie un certain nombre de plans, dont une partie du nord de la France, qui partent avec l'armée prussienne, et ces plans ne reviendront qu'à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, en l'occurrence uniquement le plan relief de Lille, qui est le seul qui peut encore être déplacé à ce moment-là. La collection a subi quelques pertes, les armées successives les ont conservées, mais ont volé une partie des plans. Ces plans ont servi à du bois de chauffe. Ces plans ont été détruits dans des déplacements ou dans des bombardements successifs. Et seul le plan relief de Lille revient. Nous sommes en 1948. Il est le seul qui peut encore être déplacé et revenir en France. Des images d'archives nous montrent qu'il a été présenté de manière verticale à l'Arsenal de Berlin. Sa taille originelle est de plus de 60 mètres carrés et il revient amputé de 40 mètres carrés de tables dites de campagne, donc ces tables qui représentent les champs autour de la ville, voilà, qui ont disparu ou qui ont été détruites au fur et à mesure de ces décennies passées hors de France. La confection des plans reliefs commence à s'essouffler petit à petit au XIXe siècle et elle s'arrête en 1870, voilà, les maquettes n'étant plus considérées comme des outils ni de stratégie militaire ni de planification. Sur l'un des plateaux de Tournai, il est possible de voir la maquette de la citadelle de la ville, un modèle du genre en ce qui concerne les fortifications à la Vauban, amélioration du tracé à l'italienne. Cette citadelle de Tournai fut construite sur ordre de Louis XIV, après que ce dernier ait pris la ville durant la guerre de dévolution contre les Pays-Bas et l'Espagne en 1667. 300 maisons et une église furent détruites et pas moins de 30 000 fantassins furent employés pour la terminer en 1674. Vauban, le grand architecte des fortifications françaises de Louis XIV, ne fit que surveiller les travaux par moment, leur direction revenant à Guillaume Deshoulières. Par la suite, elle connut divers sièges pour disparaître en 1780. Une nouvelle citadelle fut construite de 1814 à 1822, qui sera également démantelée par la Belgique en 1859. Il n'en subsiste que les bâtiments centraux qui devinrent une caserne d'infanterie. Si l'on s'attarde sur ce plan de Tournai,
c'est qu'il est aujourd'hui le meilleur moyen de se figurer ce que fut la citadelle et qu'elle illustre parfaitement les tracés de fortification de l'époque. Afin de s'adapter à l'apparition et à la généralisation de l'artillerie dans les sièges, les murs se firent plus bas et étaient remblayés de terre pour amortir le choc des boulets. La disposition en étoile tout en ligne droite de la citadelle est là pour éviter tout angle mort de tir de l'artillerie des défenseurs. Les protubérances à chaque angle du pentagone sont nommées les bastions. Ils sont dessinés de telle sorte que chaque bastion puisse être soutenu par les deux bastions voisins. Mais très vite, l'on comprit que la chute d'un seul bastion entraînerait mécaniquement la chute de la citadelle entière. Il fallut donc penser la défense de la fortification de manière plus active, pour permettre des sorties des défenseurs qui ralentiraient le siège adverse. C'est la raison d'être des demi-lunes, des saillants, des places d'armes rentrantes et des places d'armes saillantes, qui forment tout un réseau relié par le chemin couvert. Ce réseau permettait aux défenseurs de s'adapter aux actions de l'adversaire et de rester actifs et menaçants. Les douves et les cavaliers, murs servant de retranchement intérieur, permettaient d'éviter que la chute d'un élément du dispositif ne soit décisif. Le chemin reliant les bastions est appelé courtine, le chemin vers la porte, dite poterne, était dénommé la caponnière. Le plan relief étant, par définition, en relief, on peut également noter que l'on perçoit sur ce plateau la légère pente descendant de la fortification vers l'extérieur de la forteresse. Ce glacis permettait de donner un avantage aux tireurs défenseurs et rendait la vision du siège plus difficile pour les attaquants. On notera que cette citadelle est relativement simple, puisque certaines pouvaient répéter ce schéma sur plusieurs niveaux de bastionnage, rendant le siège d'autant plus complexe, mais à la construction bien plus longue et coûteuse. Bonjour. Bonjour. Alors là, on est devant quel plan? Alors, une des tables du plan de Tournai, D'accord. qui date de 1701 Mmh. et qui a subi des dégâts des eaux. Ok. Du coup, votre travail, c'est de réparer en fait les dégâts. Oui, oui, oui. Ok. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez dû faire du coup? Alors, sur cette table, j'ai commencé l'intervention. Enfin, on est toute une équipe assez nombreuse à travailler dessus. Moi, je suis intervenue il y a plusieurs semaines et le sable était tout solubilisé et rassemblé de façon incohérente en épaisseur. Parce qu'on utilise du sable pour faire la maquette. Parce que les sols ont été réalisés en sable avec un liant sensible à l'eau. Comme il y a eu une inondation, ce liant n'a pu jouer son rôle, tout le sable s'est rassemblé et dans les parties les plus en cuvette, c'est aggloméré en épaisseur en enfouissant les arbres notamment. Et les arbres, on ne voyait plus leur couleur, ils étaient englués dans le sable. Donc en fait, la première partie du travail, c'était de sortir tous les arbres. D'accord. Voilà, donc je ne sais plus exactement combien il y en avait, mais une centaine étaient enfouis qu'on ne voyait plus. Et donc la première étape, ça a été d'enlever ces arbres. Ouais. Et ensuite, d'autres personnes sont intervenues après moi. Et ça a été de gratter tout le sable dans les sillons, parce qu'on ne les voyait plus, et de reformer ces sillons avec une molette adaptée. Là, la plupart des sillons sont reformés, et il y a des endroits où il n'y avait plus du tout de sable comme ici. Et là, un nouveau sable a été mis et des sillons ont été reformés pour donner une cohésion à l'ensemble. Et après, il y aura encore un travail de retouche à faire. Ce n'est pas tout à fait fini la partie. Là, on voit une partie en cours. Il faut commencer par mettre le sable, ensuite former les sillons. Et après, on retouchera pour harmoniser avec les autres tables, cette table-ci. Il faut à peu près combien de temps de travail pour combien de personnes du coup Là, c'est énorme, c'est énorme. En fait, moi, je suis une des intervenantes. En fait, on est une équipe de 15 personnes pluridisciplinaires. Il y a certaines personnes qui travaillent plutôt sur le papier, d'autres vont travailler sur la structure. Donc il y a plusieurs matières en fait à travailler, oui, vous avez chacun votre spécialité. C'est ça. Alors moi j'interviens plutôt justement sur le sable, sur les arbres, sur enfin un peu tout, on s'adapte. Je fais aussi de la retouche, enfin du refixage avant et voilà. Et le papier c'est plus une autre spécialité.
Alors, nous sommes sur un plan et relief, une des tables de la ville de Tournai. Les plans de la ville étaient constitués de matériaux différents. On peut trouver pour tout ce qui est du sol un mélange de sable et de soie. Pareil pour les arts, c'était des bourres de soie sur des pics métalliques. Les maisons et les immeubles et les architectures étaient constitués d'un bloc de bois qui est additionné de papier peint à l'aquarelle avec tous les détails des cheminées et des fenêtres. Enfin, l'eau était peinte directement à la peinture à l'huile. Vu la complexité de tous ces bâtiments, le niveau d'empoussièrement étant très élevé, il y a eu énormément de difficultés pour dépoussiérer et en même temps refixer tous les éléments, tous les petits éléments qui étaient tombés. Donc la technique des restauratrices d'art graphique consiste à partir du début d'une table de dépoussiérer et en même temps de refixer. Pour ce faire, elle récupère tous les petits éléments qui peuvent être des cheminées, des petites cheminées, des petites fenêtres. Elle les marque avec un post-it, elle les colle et ensuite, une fois que c'est collé, elle dépoussière et elle avance comme ça au fur et à mesure. L'eau, par contre, a été... Elle était déjà vernie et le vernis, comme sur un tableau, avait jauni, s'était oxydé dans les tons jaunes, donc elle était décrassée et ensuite le vernis jaune a été enlevé, allégé, ce qui permet pour la maquette de retrouver toute la topographie maritime de la maquette. Alors la restauration de cette maquette, qui est la dernière de 14 maquettes qui ont été restaurées au musée des Beaux-Arts de Lille, provient de la volonté du musée de restaurer les 14 maquettes de toutes les villes autour de la frontière du Nord qui étaient exposées au musée. Celle-ci était très empoussiérée et le musée a eu l'idée de faire une campagne de restauration afin de restaurer et de consolider toutes ces maquettes en vue de les réexposer dans des meilleures conditions. Et à l'occasion en fait de ce chantier de restauration, ça leur a permis de faire participer toute la ville à la restauration de ces plans et reliefs. La restauration proprement dite des 14 plans et reliefs a commencé en avril 2018 et doit se terminer en janvier 2019. Et nous étions 15 restauratrices à travailler sur les 14 maquettes.